François Hollande prépare les esprits à une prolongation de l'état d'urgence. L'Élysée doit trancher sur la question dans les prochains jours. Il y a 10 ans, le 21 janvier 2006, la vie d'Ilan Halimi basculait dans l'horreur. Aujourd'hui, la blessure est toujours ouverte et le traumatisme vif au sein de la communauté juive. 5 ans après la révolution en Tunisie, la grogne sociale agite le sang. Des manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau dans la ville défavorisée de Kasserine. Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News à la une de l'actualité. En France, l'état d'urgence pourrait encore être prolongé de 3 mois. L'Élysée va trancher dans les prochains jours. Alors ces mesures ont été décidées, vous le savez, après les attentats du 13 novembre. Elles sont approuvées par la majorité des Français, mais contestées par les défenseurs des droits de l'homme. On fait le point avec Océane Nicole. Prolonger l'état d'urgence, c'est la volonté du président français, une décision qui doit être prise dans les prochains jours selon l'Élysée. Au lendemain des attentats du 13 novembre, François Hollande avait pris des mesures exceptionnelles devant le Congrès à Versailles. L'état d'urgence avait été adopté puis prolongé une première fois de 3 mois jusqu'au 26 février. Mais à quelques semaines de la date butoir, le chef de l'État souhaite de nouveau reconduire ce dispositif. Une loi est en préparation pour être présentée en Conseil des ministres dès la première semaine de février, un dispositif qui maintient la capacité de la France à se protéger à son niveau maximal. Le président de la République a évoqué devant nous, et d'ailleurs ceci est pour partie lié au délai d'adoption, l'éventuelle prolongation de l'état d'urgence. Mais je rappelle que ceci doit obéir à une procédure. Le Parlement doit donc être saisi d'un texte présenté en Conseil des ministres avec l'avis préalable du Conseil d'État. L'état d'urgence permet en effet des mesures exceptionnelles et des moyens considérablement renforcés pour lutter contre le terrorisme. Des perquisitions à domicile peuvent être menées de jour comme de nuit. Les forces de sécurité sont massivement déployées. Les policiers peuvent désormais être armés hors de leurs heures de travail. L'état d'urgence permet aussi d'interdire les déplacements dans certaines zones et permettre des assignations à résidence. Depuis les attentats, les forces de sécurité ont procédé à près de 3000 perquisitions. Plus de 400 personnes ont été assignées à résidence pour motif de radicalisation. Une dizaine de salles de prière clandestines ont été fermées et près de 500 armes ont été saisies. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le début du calvaire d'Ilan Halimi, torturé à mort par le gang des barbares. Pendant 24 jours, le jeune homme va subir l'horreur. 10 ans après, la blessure reste vive au sein de la communauté juive. Joseph Emmanuel. C'est le 21 janvier 2006 que la vie d'un jeune vendeur de téléphone bascule. Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé en région parisienne, attiré dans un guet-apens par une jeune fille qui fait office d'appât. Le jeune homme sera torturé pendant 24 jours dans une cave d'une cité HLM de Bagneux. Il est découvert agonisant 3 semaines après l'enlèvement, laissé pour mort par ses ravisseurs le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan décédera lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révèle des brûlures sur 80% de son corps, de multiples hématomes, plaies et contusions, mais le médecin légiste conclut qu'aucun des coups portés n'a été mortel. Ilan est mort de l'ensemble des violences et tortures subies durant 24 jours. Ses ravisseurs, surnommés le gang des barbares, voulaient obtenir une rançon. Un gang composé de 27 personnes, chacune a un rôle précis. Geôliers, gardiens, rabatteurs ou tortionnaires, tous gravitent autour d'un chef, Youssouf Fofana. La France découvre avec effroi son visage. Violence, antisémitisme, des milliers de Français, choqués, descendent dans les rues pour dénoncer ce crime barbare. Avant Ilan Halimi, le gang des barbares avait tenté une dizaine d'enlèvements et toutes les personnes visées étaient de confession juive. Le motif du crime est reconnu comme crapuleux et antisémite. Il s'agissait d'extorquer de l'argent à la famille de la victime, supposée riche car juive. Le 15 février, Fofana fuit en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Il est le seul des 27 accusés à être condamné à perpétuité. Après avoir été enterré en France, le corps d'Ilan Halimi repose désormais dans un cimetière de Jérusalem.
Dans le reste de l'actualité, Amnesty International s'alarme du projet de loi sur les réfugiés au Danemark. Une mesure de justice sociale pour les uns, taxe sur la misère pour les autres. Il donne pouvoir aux policiers de confisquer des biens que les demandeurs d'asile apportent avec eux afin de couvrir leurs besoins en alimentation et en hébergement. Amnesty International s'inquiète d'une loi discriminante. Cela ne s'applique pas seulement au Danemark, cela s'applique à toute l'Europe. Au lieu d'essayer de limiter le nombre de personnes sur le territoire ou leurs droits, nous devrions nous tenir à ce principe basique, fondamental de la Convention internationale des réfugiés, qui veut que ceux qui ont besoin de soutien et de protection devraient y avoir droit ou au moins pouvoir argumenter sur le fait qu'ils devraient y avoir droit. Voilà, et puis notez que la Macédoine ferme sa frontière avec la Grèce aux migrants. Près de 600 d'entre eux sont restés bloqués sur place. Nouvelle journée de grogne sociale en Tunisie. La colère gronde à Kasserine après le décès d'un chômeur pour la deuxième journée consécutive. Plusieurs centaines de manifestants réclament des emplois. Ils ont été dispersés par la force à Kasserine. Les manifestants jettent des pierres, les policiers y répondent par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Depuis plusieurs jours, à Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie, les contestations sont fortes. Plusieurs policiers et habitants ont été blessés. Cette région est minée par un taux de chômage élevé. Ce mercredi, ils étaient des centaines rassemblés devant le siège du gouvernorat. Ils réclament des solutions. Nous savons que le problème du chômage est un problème national et c'est pourquoi la révolution de 2011 a eu lieu. Aujourd'hui, ce sont les mêmes slogans qui sont scandés, travail, liberté, dignité. Nous n'avons pas vu de changement dans les politiques économiques et sociales du gouvernement. Il y a toujours autant de pauvreté, et même plus qu'avant. D'autres villes du pays manifestent en soutien à Kasserine. Plus de 150 personnes s'étaient rassemblées à Tunis. Le ministère de l'Intérieur veut éviter toute escalade et souhaite protéger ses citoyens. Il promet des mesures en faveur de la région. Il s'agit notamment de 5000 embauches, 600 millions d'euros d'allocations et la construction de 1000 logements sociaux. Le gouvernement est un gouvernement démocratique. Ce gouvernement tient à garantir les droits des manifestants d'exprimer leur opinion et leurs protestations. Et en même temps, le gouvernement est attaché à ses obligations dans la protection des propriétés publiques et privées. La ville de Kasserine s'est embrasée le week-end dernier après la mort d'un chômeur de 28 ans qui s'est tué en escaladant un poteau devant le siège du gouvernorat. Il protestait contre son retrait d'une liste d'embauche dans la fonction publique. Et dans un instant, la suite de votre matinale, c'est avec Nathalie Lagarde. À tout de suite.